Madame Bénédicte Pillet, présidente du Cybercercle, écrivait dans la tribune du 12 octobre dernier « Si la technique est une brique indispensable, elle ne représente que 15% d'une stratégie du numérique. Il faut y ajouter la sensibilisation, la formation, l'organisation, une dimension réglementaire, mais il s'agit aussi de faire comprendre aux chefs d'entreprise et aux élus que c'est un sujet de gouvernance qui les concerne directement. Pour l'ANSSI, la solution à la cybersécurité n'est pas seulement technique. Il faut aussi parler formation professionnelle. A-t-on les ressources humaines en matière cyber en France en 2021 et pour les années à venir? En université, en école, en formation continue, label ANSSI pour ces formations, peut-on ou doit-on envisager, le cas échéant, de mutualiser des ressources? En somme, comment appréhender le facteur humain de la cybersécurité sous tous ses aspects? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir à cette table ronde donc Monsieur Thomas Kerjean, qui est secrétaire général d'Aix-Marseille French Tech et vice-président d'Exatrust. Il est par ailleurs président-directeur général de Maying Black. Madame Stéphanie Vassallo, enseignante en cybersécurité à l'École des mines de Marseille et à l'ILERI à Paris. Elle est par ailleurs directrice de CyberWings, spécialiste du hacking éthique. Monsieur Olivier Pommeret, docteur et chercheur associé au laboratoire de droit international et européen de l'Université Côte d'Azur, président de Conseil POM et d'Intelform. J'excuse dès à présent Franck Sicard, qui m'a appelé pendant la deuxième table ronde. Il a 39 de fièvre. Donc, on lui souhaite tous bons vœux de rétablissement, si c'est ce que je crois être. Voilà. Bonjour à vous, madame, messieurs. Vous avez vu, c'est la première fille qu'on a avec nous. Hein. Bravo. Je vais commencer par vous, Thomas, monsieur Kerjean. Car à travers de ce que j'ai vu, vous vous intéressez de près à la psychologie et aux sciences cognitives. Aussi, permettez-moi cette question. Comment appréhender la psychologie de l'utilisateur du numérique? Putain de facteur humain, c'est ça que j'ai entendu tout à l'heure. Au XXIe siècle, et pourquoi la psychologie de l'utilisateur est-elle importante? Bonjour à tous, bonjour Christophe. Ça fait plus de 15 ans que je travaille dans la tech, en machine learning les dernières années, en traitement du langage naturel, en cybersécurité. Et le constat, c'est que eh bien là, on sort d'une période où on a vu le volume d'attaques être multiplié par 4. On en parle fréquemment dans des tables rondes communes avec l'ANSSI. Multiplié par 4 parce qu'il y a eu une explosion du e-commerce, explosion du télétravail, et que dans 9 cas sur 10, on constate que on parle d'une attaque de phishing qui est propagée par email, donc le média le plus archaïque, entre guillemets, qui soit en termes de technologie. Ça n'a rien d'innovant, ça fait des années qu'on communique par email. Et dans 90% des cas, la cause est l'utilisateur. Et donc, effectivement, mes travaux portent aujourd'hui sur le constat que les technologies d'infrastructure, de protection des infrastructures, des réseaux sont une chose. La compréhension plus profonde de l'utilisateur en est une autre, et je pense qu'elle devient vraiment saillante aujourd'hui. Le paradoxe, c'est qu'on s'en est rendu compte pendant les épisodes de confinement. Les entreprises ont gardé les mêmes réflexes. Une entreprise attaquée, il y en a eu des centaines, hein. Il y a eu des centaines d'entreprises, d'hôpitaux, de PME. Eolink en parlait juste avant cette table ronde, ont été usurpées. On a assisté à des vols de données, des paralysies opérationnelles. Mais le paradoxe, c'est qu'effectivement, on reste encore sur des réflexes où la direction générale réagit une fois attaquée, en se tournant vers une DSI qui, désemparée, va convoquer une société de service qui va être extrêmement coûteuse, complexe, inadéquate pour former les utilisateurs finaux. Et donc, on a pris effectivement un postulat radical dans nos travaux, qui est de s'intéresser effectivement aux sciences cognitives, à la psychologie, pour comprendre comment éduquer un utilisateur, puisque comment faire en sorte qu'il y ait une mémorisation, partant du constat qu'aujourd'hui, ça ne marche juste pas. Mais
Là, vous parlez de psychologie de l'utilisateur. Psychologie de l'utilisateur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a tendance toujours à vouloir donner des critères sociodémographiques pour dire, OK, si je devais modéliser le risque humain dans mon entreprise, peut-être que je pourrais prendre les critères classiques d'âge, de fonction, de niveau de formation, de poste, de genre, etc. Et on entretient tout un tas de biais sur ce qu'est finalement la personne vulnérable. On a conduit des travaux avec le Neurospin, avec l'AMU, avec des chercheurs en neurosciences et en psychologie pour comprendre qu'en définitive, le mécanisme de l'attaque ou de la cyberattaque, il est quand même profondément émotionnel à la base. Il est fondé sur une compréhension du hacker qui sait, retenir l'attention. Premier mécanisme si vous voulez vous plonger dans le sujet, il y a un brillant neuroscientifique français qui s'appelle Lachaud, qui a analysé l'attention en profondeur, avec qui on a échangé pour vraiment bien comprendre les temps d'attention, quand est-ce que vos utilisateurs sont les plus inattentifs ou attentifs. Voilà, ils ont une moyenne d'attention de 8 à 12 secondes aujourd'hui. Ils sont inattentifs entre midi, entre 12h et 14h à peu près. C'est le temps, 8 secondes, c'est le temps à partir duquel vous devez relancer l'attention de quelqu'un. C'est quand même l'ère de TikTok est bien instaurée, comme vous pouvez voir. C'est le vendredi soir, avant les congés, il y a des moments particulièrement propices pour susciter l'attention. Et ça, les hackers le savent aujourd'hui. Ils savent bien que, indépendamment de l'aspect graphique, orthographique, sémantique, morphologique qui s'est amélioré dans leurs attaques, la compréhension de comment capter l'attention est un vrai levier. Le levier de l'engagement, c'est-à-dire de la curiosité, on répond tous, quelle que soit la méthode, de typo squatting ou autre, peu importe le nom qu'on va lui donner dans notre jargon de cybersécurité, on répond tous sur un plan primitif à des circuits corticaux qui vont quand même être l'appât du gain, le phishing qui va vous demander de cliquer sur un lien pour découvrir tous les salaires de votre entreprise ou de la vôtre. Voilà, il y a une propension forte des utilisateurs à cliquer sur ce mécanisme-là. Le sexe, et oui, la survie de nos gènes, c'était quand même un mécanisme d'engagement extrêmement fort. Le self, parler à quelqu'un de lui-même, qui sont les 10 meilleurs DSI de la région PACA, voilà. Et donc, l'incomplétude cognitive. Donc, il y a un certain nombre de registres qui sont tout le temps utilisés par les hackers de manière récurrente. Ce qui nous amène à penser que finalement, sur l'engagement, plutôt que d'essayer de dessiner des patterns en machine learning sur le typo-squatting, l'IP, la géographie, etc., qui sont des caractéristiques à prendre en compte dans nos algorithmes, mais on les prend en compte. Les caractéristiques cognitives, comme celles que je viens de citer, ces leviers qui amènent les humains à réagir, on appuie sur leur bouton et ça marche, sont des éléments à prendre en compte. Donc, l'attention, l'engagement, Christophe. Il y a également un paramètre qui est extrêmement important. On parlait de l'apprentissage. Voilà, les utilisateurs sont formés une seule fois de manière un petit peu punitive après une attaque en général. Il faut quand même se rendre compte que non, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. On n'apprend pas un poème en une fois et pour un an. Non. Le retour sur erreur, donc l'attention, l'engagement, le retour sur erreur, c'est quelque chose de capital. Donc, simuler des attaques et éduquer vos utilisateurs au moment de l'erreur, à une certaine fréquence. D'accord ? On travaille sur des stratégies d'espacement, c'est-à-dire on sait dire à quelle fréquence il faut répéter une simulation d'attaque et de pédagogie pour faire en sorte qu'un utilisateur mémorise, et sans que ce soit punitif d'ailleurs. Vous savez, crier sur des élèves, ça ne fonctionne pas finalement. Donc pourquoi est-ce que ça fonctionnerait sur des employés qui cherchent juste à travailler. Donc le retour sur erreur et la consolidation, c'est-à-dire la mémorisation durable et les fonctions de la récurrence. Donc voilà pour te répondre, Christophe, l'approche qu'on est en train de prendre, je me rends compte que c'est très nouveau, c'est très nouveau et en même temps ça ne l'est pas. On s'intéresse aujourd'hui, si on doit s'intéresser à l'utilisateur comme faille de sécurité, on doit comprendre qu'est-ce qui le rend vulnérable, à quel moment, selon quel levier, et comment l'aider à apprendre, puisqu'en définitive, on n'est pas là pour fliquer, entre guillemets, des gens qui viennent travailler et qui s'attendent à pouvoir y travailler en toute sécurité. On est là pour essayer d'accompagner une transition numérique qui s'est faite avec une extrême rapidité, une extrême violence, même pendant les confinements. Et je pense que le moment est particulièrement opportun maintenant pour se pencher sérieusement sur ces sujets-là. Voilà.
Et dans le vocable facteur humain, vous l'avez dit, il faut inclure donc la malveillance volontaire, le manque de motivation du salarié ou du collaborateur entraînant des erreurs, mais aussi tous les autres aspects cognitifs, notamment les biais communs à tous qui sont utilisés par les personnes malveillantes, vous en avez parlé, en recherche d'espèces sonnantes et trébuchantes. Monsieur Pommeret, vos travaux de recherche vous amènent-ils à la même conclusion? Alors déjà, on sait que oui, mais précisez. Oui, bonsoir, je crois que c'est ce qu'on dit à cette heure-là. Merci d'être resté jusqu'à maintenant. Alors vous savez, dans les conférences, en général, les derniers qui parlent, c'est la table ronde de VIP, hein, c'est la plus importante, donc tant pis pour ceux qui ne sont plus là. Alors, comme j'ai passé les 8 secondes d'attention, je ne sais plus quelle était la question. Est-ce que tes travaux t'amènent aux mêmes conclusions que ce que Thomas vient de nous dire? Oui, alors effectivement, comme tu l'as dit, Christophe, on sait que les formations ne sont pas toujours efficaces, hein, toujours totalement efficaces en tout cas, même avec ce qu'on appelle la marteau-thérapie, hein, c'est-à-dire que la répétition fait que quand même ça finit par rentrer au bout d'un moment. Ça a été d'ailleurs, excuse-moi de te couper, mais ça a été sur la première table ronde, ce que nous avait dit Monsieur le maire, Monsieur Sébastien Bourlin. Aujourd'hui, c'est très dur de faire des piqûres de rappel. Ça a marché sur le coup, ils se sont fait attaquer, mais il faut à chaque fois remettre le travail à l'ouvrage. Tout à fait, parce que ça fait intervenir des mécanismes, donc je pense qu'on va parler par la suite, mais... Et effectivement, oui, alors donc oui, la formation n'est pas toujours efficace, et oui, nos erreurs, méritent toute notre attention pour essayer de les corriger. La problématique, c'est surtout que ces erreurs-là, même si certaines sont communes à chaque individu, elles dépendent aussi beaucoup de l'intelligence émotionnelle des personnes, de la personnalité, du parcours, etc. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver une réponse vraiment adaptée qui marche pour tout le monde. Ce que je voudrais dire, vous parlez des travaux que je suis en train de mener. Je voudrais parler de Daniel Kahneman, qui est un chercheur que vous connaissez très très bien. Hein. Je suppose qu'il est un des rares prix Nobel d'économie à avoir un parcours non pas d'économiste directement, mais plutôt un parcours en psychologie. Donc, a travaillé sur les biais cognitifs, qui a fait d'ailleurs un ouvrage que je recommande parce que je vois qu'il y a des étudiants, donc j'en profite. Vous ne pouvez pas sortir de votre école sans avoir lu Système 1, Système 2, les 2 vitesses de la pensée. C'est un ouvrage indispensable que tout le monde devrait avoir lu, et encore plus quand on est étudiant. Donc, petite parenthèse. Voilà, donc c'est effectivement Daniel Kahneman qui s'est intéressé sur ces biais cognitifs, qu'on a identifiés d'ailleurs les premiers à son époque, travaille maintenant sur ce qu'on appelle une autre source d'erreur, qui s'appelle le bruit. Le bruit qui est une erreur un peu plus générale, qui concerne plutôt le manque de reproductibilité de nos actions. Alors soit au niveau d'un individu, vous savez très bien, quand vous faites quelque chose le matin et vous le faites l'après-midi, on n'a pas tout à fait le même résultat. Et c'est vrai qu'en entreprise, ça va poser c'est pas vraiment une erreur, mais cette non-reproductibilité va poser quand même des soucis, notamment par exemple des cabinets de conseil. Vous prenez sans faire de publicité, mais des grands cabinets qui recrutent du HEC. Alors ils sont tous formatés pareil, ils pensent tous pareil. Ils vont tous chez McKinsey. Chez McKinsey, ils sont formés exactement pareil, ils ont la même méthodologie. On leur donne 2 sujets de recherche, 2 études, et quand ils rendent le travail, c'est pas tout à fait pareil. Et effectivement, on peut se questionner de pourquoi il y a cette différence-là. Alors en tout cas, c'est ce que font maintenant les chercheurs, notamment les grands comme Daniel Kahneman, qui ont travaillé sur ces biais cognitifs, qui travaillent maintenant sur l'erreur, et qui comptent beaucoup sur l'intelligence artificielle pour essayer de voir s'il y avait des algorithmes pour essayer de corriger ces erreurs-là. Alors ça, c'est pour faire un état des lieux de là où on en est. D'ailleurs, le dernier livre qu'il a fait s'appelle Noise, pour ceux que ça intéresse, bruit en français. À titre personnel, je dois vous avouer, ça m'embête un petit peu comme ça qu'on essaie de lisser les erreurs, parce que, comme l'a dit l'excellent Fred Villanova dans la table ronde numéro 2 tout à l'heure, l'erreur, c'est quelque chose dont non seulement il ne faut pas avoir honte, mais qui en plus était vraiment indispensable. Alors sans même parler de l'erreur, j'allais dire au niveau moléculaire, si notre espèce est ce qu'elle est, c'est aussi parce qu'il y a une diversité génétique, un brassage des gènes, mais aussi parce que notre ADN, en se répliquant, fait aussi des erreurs. Donc sans aller jusque-là, le simple fait on sait que l'erreur, ça a été modélisé par des chercheurs, alors c'est des travaux qui datent un petit peu maintenant, je pense à Chris Argyris, qui a travaillé sur l'organisation apprenante. On sait qu'une entreprise qui justement ne fait pas d'erreur et n'est pas justement dans ce mode d'apprentissage par l'erreur, va finir par ne pas résister à une crise qui pourrait lui arriver. Alors il y a différents niveaux d'erreur, on parle de simple boucle, double boucle, etc. Donc je vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas,
non seulement il est important, je pense, de comprendre l'erreur pour la corriger, mais surtout pourquoi l'erreur a été faite. Et là, on passe dans ce qu'on appelle donc le système, j'allais dire double boucle, dans lequel on va se poser des questions sur son process, sur pourquoi cette erreur est arrivée. Et donc, c'est intéressant de corriger donc à la fois l'erreur qui pose un problème, mais également qu'est-ce qui a pu entraîner l'erreur, parce qu'on va réfléchir sur ces pratiques. Donc, au final, je trouve que l'erreur, même si ça peut choquer parce qu'on est dans un forum ici sur la sécurité, finalement, l'erreur est une bonne chose parce qu'elle permet de progresser. Alors, évidemment, je ne parle pas de l'erreur de laisser, par exemple, fondre un réacteur nucléaire, juste pour voir ce que ça fait. On est bien d'accord qu'on n'en arrive pas là. Heureusement qu'on a l'expérience et le recul pour se dire, bon, cette erreur-là, on va peut-être essayer de l'éviter la prochaine fois. Mais en tout cas, les petites erreurs au quotidien sont des choses, je pense, vraiment indispensables. Thomas nous a parlé tout à l'heure de l'émotion, hein, qui est un des axes d'attaque. Comment est-ce qu'on peut se faire piéger, Olivier, par les biais cognitifs ? Alors déjà, Thomas nous parlait émotion. Oui, et là, déjà, ça veut dire que biais cognitifs, alors c'est vrai qu'ils sont présentés de manière toujours négative parce qu'ils mettent en évidence notre irrationalité. Et c'est pas bien de se dire que finalement, on n'est pas si rationnel que ça. Alors ces biais, ils se font piéger parce qu'ils ont été utiles à l'être humain. Alors il y a 4 grandes raisons pour ça. La première, alors j'ai mis un pense-bête parce que la faille est humaine, donc je me suis pris quand même quelques notes. D'une part, la première chose, c'est la volonté ou le besoin de faire plus vite. On a besoin tous, alors encore plus dans notre vie actuelle maintenant, d'aller de plus en plus vite, ce qu'on appelle en gros faire des heuristiques, prendre des raccourcis. Le deuxième axe, c'est la recherche de sens. On essaie toujours de comprendre les choses et parfois également on fait encore des raccourcis, ce qu'on pourrait assimiler à ce qu'on appelle la réduction de la dissonance cognitive. Si vous savez pas ce que c'est, je ne veux pas détailler maintenant, mais vous tapez dissonance cognitive de Festinger, vous trouverez ça sur Internet, c'est vraiment passionnant. Le surplus d'informations à gérer également, donc on a besoin de simplifier, de trier les choses. Et puis je dirais un quatrième axe, c'est la nécessité de se rappeler des choses et donc forcément de trier dans sa mémoire, ce qui fait que des fois on a même souvenir de choses. On parierait qu'on a bien vécu quelque chose et puis finalement un collègue qui était là au moment qui raconte le passé, il dit mais non, c'est pas du tout passé comme ça parce qu'on a trié et on a sélectionné l'information. Donc ces comportements, vous comprenez bien qu'ils sont utiles au quotidien, hein. La nature nous a sélectionnés pour ça, à faire des raccourcis pour être ce que nous sommes devenus. Alors, il y a un exemple qui est très connu que je vais reprendre là, mais c'est par exemple notre ancêtre dans la savane, lorsqu'il était face à un tigre avec des dents longues, 2 cas de figure. Le premier cas, c'est de se dire, bon après tout, un tigre, c'est quoi ? C'est juste un gros chat, quoi. Finalement, et puis il a des dents longues, le pauvre, il doit avoir mal aux vertèbres, c'est compliqué. Le premier qui s'est dit ça, d'après vous, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il s'est fait manger, donc il ne s'est pas reproduit, on n'est pas là pour en parler. Enfin, c'est pas notre ancêtre en tout cas. Le deuxième, lui, le peureux, qui a de suite fait le raccourci, qui a fait « Ouh là là, je ne connais pas, tigre dans l'ongle, je m'en vais, je pars en courant », lui s'est reproduit et c'est notre ancêtre. Donc effectivement, de manière humoristique, c'est pour ça, ça fait un exemple de... La nature nous a sélectionnés comme ça sur ces biais pour faire ces raccourcis. Alors, j'ai parlé de Kahneman tout à l'heure, système 1, système 2. Ce qu'on appelle donc ce système 1, c'est cette pensée réflexe qui nous a aidés, qui est utile. C'est pour ça qu'on se fait piéger, parce que justement, il y a une utilité à ça. Mais qui dit raccourci dit forcément donc aussi source d'erreur, parce que ce n'est pas toujours possible de réduire le complexe. Donc voilà pourquoi on est encore victime de ces biais-là. Ils ont effectivement une utilité encore aujourd'hui. Là c'est le système 1, mais tu as évoqué aussi le système 2, et c'est facile d'apprendre à réfléchir. Alors apprendre à réfléchir, oui, on va à l'école pour ça aussi. Le système 2, c'est plutôt un système dans lequel, on utilise la même machinerie, hein, c'est notre cerveau, mais c'est un système dans lequel on va devoir prendre vraiment du recul, être aussi dans des dispositions qui permettent d'être dans ce système 2, c'est-à-dire, je vous prends un exemple tout bête. L'être humain pense qu'on est multitâche parce que tous, on arrive à écouter de la musique en répondant à un email pendant qu'il y a quelqu'un qui nous parle au bureau, à la porte, et on est capable de le faire puisqu'on le fait tous. Seulement, on passe comme ça très rapidement d'une tâche à l'autre et tout ça va fatiguer énormément notre cerveau, qui est un des organes qui consomme le plus de sucre et qui consomme de l'énergie. Et cet état d'esprit ensuite va nous mettre dans un état de fatigue qui fait que, comme justement la réflexion au système 2 consomme beaucoup de ressources et beaucoup d'énergie, on va à la facilité et c'est là qu'on est dans le système 1 et c'est là qu'on fait une erreur, que ça soit dans le domaine de la cybersécurité ou pas, ou dans d'autres domaines d'ailleurs. D'accord.
Là, on a vraiment, comment dirais-je, une vision sur le fait que nous sommes un peu esclaves de notre cerveau, d'une certaine façon. Et Madame Vassallo-Stéphanie, en qualité d'enseignante dans le domaine de la cybersécurité, tant à l'égard d'étudiants en école supérieure qu'au sein d'entreprises d'ailleurs, à titre de formation professionnelle continue, la formation en cyber, c'est un long fleuve tranquille. On a eu déjà sur la table ronde numéro 2 des enseignants qui nous ont dit que c'était pas simple tous les jours. Votre avis? Alors, c'est vrai que pour avoir deux types de publics différents entre les étudiants et les professionnels, c'est vrai que par rapport aux biais cognitifs et par rapport aux erreurs, donc c'est vrai que très souvent, je répète assez souvent à mes stagiaires que quand ils font une erreur, faut en parler parce qu'on apprend de ces erreurs et après on peut améliorer ses comportements et derrière améliorer du coup sa sécurité. Donc, alors c'est vrai que alors, excusez-moi, j'avais un fil, je l'ai perdu, avec vos biais connectifs. 8 secondes, Stéphanie. Donc, oui, 8 secondes, c'est ça. Vous m'avez embrouillé le cerveau. Donc, mais il est fort pour ça, il est fort. Ouais, très, très, très fort. Donc, non, en fait, c'est vrai que je suis un peu convaincue pour que ça soit de la sensibilisation, de la formulation d'un peu plus de niveau, que pour que l'utilisateur et l'humain puissent arriver à comprendre pourquoi il faut se protéger, comment il peut se protéger, il faut qu'ils comprennent comment on attaque. Et en fait, on arrive avec des formations où on leur montre qu'est-ce que pourrait faire un attaquant, quels outils ils utilisent. Donc on est très dans le côté hacking éthique, mais en leur montrant, voilà, dans la vraie vie, les malveillants, les pirates peuvent utiliser tel type de phishing, tel type d'équipement matériel. Aujourd'hui, on explique qu'à moins de 1 000 €, on peut mettre de l'espionnage sur une personne. Et c'est en montrant vraiment du concret qu'on arrive à attirer l'attention de la personne qui va se dire « Ah oui, en effet, si moi, je suis un peu plus sensibilisée, si je sais qu'il existe tel type de matériel, je vais faire attention et je vais fermer la porte. » On a aussi très souvent, dans mes discours, on dit que c'est l'humain qui est la faille humaine, la vulnérabilité. Si vous commencez à former les gens comme ça, ils vont vous dire « Bon, la sécurité, c'est que des contraintes. De toute façon, le pirate, il sera plus fort que moi. Ça ne sert à rien que je fasse de la cybersécurité. Donc, le discours qu'elle dit, ça ne sert strictement à rien. » En fait, non, il faut y aller par l'opposé en disant « Non, c'est vous la force dans la cybersécurité. C'est vous qui pouvez fermer les premières portes. » Aujourd'hui, on le sait, les attaques, tout à l'heure, il y a encore... tout le monde en a parlé, les premières portes d'entrée, c'est encore le phishing, c'est encore les problèmes de sûreté, presque de physique. On ouvre une porte, on laisse ouverte une porte et on laisse rentrer des gens dans l'entreprise. Et donc, il faut expliquer aux personnes que c'est eux qui peuvent fermer la porte et être la force dans la sécurité. Après, c'est vrai qu'au niveau scolaire, université, on remarque que beaucoup d'étudiants, que ce soit dans n'importe quelle filière, n'ont pas conscience des cyber-risques qu'on a dans les entreprises, même si aujourd'hui, je crois qu'il y a 2-3 semaines, alors je ne sais plus du tout les sources, désolé, mais ça a été dit que le risque cyber était pris en compte maintenant en premier dans les entreprises. Donc n'importe quel étudiant, je dirais presque en terminale, devrait avoir conscience que l'outil numérique est potentiellement dangereux, qu'il peut être utilisé à des fins malveillantes. Et donc, il faut se protéger et avoir des réflexes dès le départ, des bonnes pratiques, des réflexes en cybersécurité. Et dans votre comment dirais-je, métier de formatrice, vous sentez une différence entre des étudiants, qui sont aussi, et des professionnels qui sont déjà dans l'entreprise en formation continue? Il y a une... Alors, les besoins ne sont pas les mêmes. Clairement, quand c'est des professionnels, c'est soit pour de la sensibilisation, soit
pour augmenter leurs compétences en cybersécurité, pour comprendre pourquoi les moyens de défense se sont mis en place. Quand c'est des étudiants en informatique qui veulent apprendre la cybersécurité, clairement, ils ont dans la tête, c'est pour être le pirate le plus fort du monde et gagner un maximum d'argent. C'est un petit peu le problème qu'on a aujourd'hui dans les universités, c'est qu'il y a des bases en sécurité qui sont apprises très vite. Ils voient que sur le marché, il y a des demandes d'expertise en cybersécurité. Ils pensent très vite qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, voire s'ils passent dans le côté obscur, comme on le dit chez nous, ils vont gagner encore plus d'argent et ils vont être les rois du monde. Donc, de l'autre côté, la difficulté avec les étudiants, c'est d'arriver déjà à les remettre dans la vie réelle, les besoins réels qu'ont les entreprises en cybersécurité, de leur expliquer que non, tu ne vas pas gagner plus d'argent si tu es pirate, parce qu'à un moment, tu peux être en prison, tu peux te retrouver, comme m'a dit un collègue, suicidé avec 2 balles dans le dos parce que tu as fait des choses qui n'ont pas plu, qui n'ont pas payé. Et derrière, il faut aussi leur expliquer les différents métiers de la cybersécurité, parce qu'aujourd'hui, c'est très très large, cet éventail. Et là aussi, les universités, les cursus, on va dire, traditionnels, je pense qu'ils ne mettent pas assez de cybersécurité assez tôt. Alors après, M. Deperre a dit un des problèmes évidents, c'est que pour comprendre la cybersécurité, il faut des bases, il faut des socles, que ce soit en développement, en système, en réseau. Et pareil, souvent on a des étudiants en première, deuxième année qui nous disent « oui, je veux faire de la cybersécurité » et qui savent à peine développer, qui ne savent pas le réseau. Donc aujourd'hui, pour être, on va dire, commencer à devenir bon en cybersécurité, c'est aussi du travail personnel, c'est beaucoup d'intérêt, de passion. Il faut être passionné par ce métier. Et il faut aller sur des sites qui nous permettent de nous entraîner. Il faut aller dans des conférences, il faut écouter ce qui se dit en conférence, il faut écouter des vidéos vraiment sur comprendre qu'est-ce qu'une attaque. Il y a vraiment le côté où l'université ne pourra pas tout faire pour l'étudiant. Ce n'est pas possible avec 35 heures par semaine, peut-être un peu plus dans les universités, on ne peut pas tout leur apprendre. Surtout maintenant qu'on sait qu'on est attentif 8 secondes, c'est compliqué pour apprendre tout ça. Ce que vous nous disiez tout à l'heure, Stéphanie, à un moment donné, il y avait notamment pour nos jeunes étudiants qui ont encore toute la vie devant eux, une histoire d'appât du gain. J'ai une question qui est vraiment, et là peut-être que tous les trois vous pouvez m'aider à répondre, voire même la salle. Est-ce que un spécialiste ou un pratiquant en informatique avec l'étiquette cybersécurité, c'est un métier qui est bien rémunéré aujourd'hui, selon vous? Alors, on va dire que quand on a quelques années d'expérience, oui, parce qu'il y a du besoin sur le marché. Le problème, c'est qu'au niveau des besoins, tout le monde paye un peu plus en disant on veut attirer les gens qui sont experts dans le sujet. Après, le problème, c'est que malheureusement, en face, vous n'allez pas forcément avoir des experts ou des gens qui vont être bons dans le domaine. La cybersécurité, encore une fois, il faut faire tout le temps de la veille. C'est quelque chose qui demande beaucoup de recherche, de prendre du temps, un peu de passion. Très vite, vous allez avoir, nous, c'est un peu ce qu'on remarque aussi dans les embauches, des gens qui vont dire « ouais, je suis passionné, je veux y aller à fond ». Et au bout de 5-6 ans, le soufflet retombe un peu et derrière, ils ne vont pas se tenir au courant des nouvelles technologies et ils vont presque, entre guillemets, devenir mauvais. Et le salaire, par contre, sera plus justifié, mais vous ne pourrez pas baisser le salaire. Donc, parfois, alors ça, c'est peut-être un avis un peu personnel, mais je pense que les salaires ne sont pas justifiés en fonction des compétences qu'on a en face. D'accord. Thomas ? Oui, je pense que tu les formes d'ailleurs, Stéphanie, ces étudiantes. Il y a différents métiers. Tu as le métier de SecOps, tu as toute une série de métiers. Donc, c'est pas simple de répondre. Et là, Stéphanie insiste sur le fait que des juniors exposés à un marché en forte traction, peut-être
marketent bien leurs compétences futures plus que présentes peut-être. Pour les intermédiaires, oui, ce sont quand même aujourd'hui des métiers très très attractifs. Nous, on a 40 personnes chez Mail in Black qui travaillent en ingénierie de près ou de loin. Donc SecOps, Machine Learning. On a beaucoup de spécialistes qui travaillent en Machine Learning sur la cyber. Oui, ce sont des métiers qui, s'ils sont bien... si les compétences vont avec, qui sont tout aussi bien payées que développeurs Java aujourd'hui, Oui, donc, par exemple. Oui, tout à fait. C'est des métiers qui, qui nécessitent d'être en permanence, j'allais dire, à s'auto-former, à s'acculturer, à évoluer. Comme la tech en général. C'est valable aussi pour général, les nouveaux frameworks de développement applicatif et autres. Tu veux qu'on attaque les questions dans la salle tout de suite, Kevin, ou on continue? Vas-y. Parce qu'avant d'être à l'ANSSI, vous savez qu'il a été dans ces métiers-là. Hein. Oui, et pour le coup, je ne suis pas allé à l'ANSSI pour des raisons financières. Enfin, bon. Non, ça c'est clair. Mais je m'y retrouve quand même. Effectivement, c'était plutôt bien rémunéré. Peut-être juste aussi un point, parce que je vois qu'il y a pas mal d'étudiants au fond de la salle. C'est-à-dire que là, tous ensemble, on parle de métier de la cybersécurité. Et tout de suite, on y met une notion tech assez forte. Et c'est vrai que cette notion tech, elle est indispensable. C'est-à-dire qu'autrement, on serait sur du vent si on était sur des gens qui étaient très généralistes. Gardons quand même aussi à l'esprit qu'aujourd'hui, il y a des compétences en cybersécurité qui ne sont pas que tech. Typiquement, être capable d'analyser des risques, de comprendre les métiers de l'entreprise et de pouvoir identifier les enjeux clés de cette entité, de se dire qu'est-ce qui finalement sera important. Là, on est sur des sujets qui sont un peu différents. On peut avoir aussi des sujets de formation, de pédagogie. On en parlait tout à l'heure, effectivement, il y a besoin de sensibiliser les collaborateurs, de leur donner des clés. Et malheureusement ou heureusement, aujourd'hui, beaucoup de ces conseils-là sont des conseils de premier niveau, finalement. On n'est pas encore sur des conseils extrêmement pointus. Il n'y a pas tout le monde qui est en train de former les développeurs où est-ce qu'il faut mettre de la sécu. Parfois, on parle juste à un utilisateur de faire attention à certains sujets clés. Et tu le disais tout à l'heure, Christophe, hein, j'ai eu une vie avant l'ANSSI. Et parmi les gens que j'ai recrutés, j'ai des gens que j'ai recrutés en mobilité interne qui n'étaient pas des experts cyber. C'est des gars qui travaillaient dans l'entreprise. Mais par contre, ils avaient une compétence, enfin 2 compétences clés. La première, c'était d'excellents pédagogues. Et la deuxième, c'est quand on les voyait, on avait envie de sourire. C'est indispensable. Et le fait que d'avoir un excellent pédagogue et que quelqu'un, quand on le voit, on a envie de sourire, ben moi, c'était mon point d'entrée, c'est-à-dire qu'il a énormément œuvré pour la sécurité de l'entreprise, alors que clairement, c'était le moins tech de l'équipe. Donc il y a bien tout ça à la fois. Effectivement, ce que vous êtes en train de décrire, et que vous pourrez continuer de décrire évidemment, parce que ça apporte énormément de choses. Et quand même garder à l'esprit qu'on peut rentrer dans le milieu de la cyber par plein d'autres sujets. Il y a aussi le sujet du réglementaire, il y a aussi plein d'autres choses comme ça. Et c'est des compétences qui sont aussi assez rares et qui peuvent être aussi assez bien valorisées, même si elles sont un peu moins tech. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais les étudiants techniques, mais aussi non techniques, et je pense aussi que c'est important dans des écoles qui ne sont pas du tout techniques, et de leur apprendre la cybersécurité, parce qu'il y en a qui peuvent justement être attirés par ces métiers-là, sur le côté gouvernance, analyse de risque, on n'a pas besoin d'être technique. Mais souvent, on voit que même dans ce genre d'école, il manque cette brique qui devrait presque être là en première année. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi par rapport à votre cursus qui ne sera pas technique? Bonjour, je voudrais juste rajouter un point aussi pour les étudiants. C'est-à-dire que quand on va sur des profils type SOC, il ne faut pas oublier quand même que c'est des profils qui sont très difficiles. On est dans un environnement qui est rude, qui a besoin de beaucoup d'analyse, et c'est une zone d'emploi où il y a beaucoup de turnover. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc, le turnover est lié à quoi? À la difficulté du métier? À la fatigue. En fait, on est en permanence sur de l'analyse, sur de l'engagement personnel avec des attaques journalières très denses. Et donc, du coup, derrière, c'est des postes qui ne sont pas faciles à tenir. Donc, il y a un salaire qui est en face, parce qu'il y a des connaissances, de l'expertise qui est demandée, qui est poussée, mais aussi derrière une fatigue qui est plus importante. C'est pas un métier qu'on fait toute sa vie, quoi. En règle générale, non. D'accord. Je vois qu'on va pouvoir continuer à en débattre tout à l'heure, mais je voudrais revenir sur un point essentiel parce que, Kevin, tu as parlé d'intelligence dans ce que tu disais tout à l'heure et dans ton intervention. Et Olivier,
Tout à l'heure, on parlait des biais cognitifs, ce qui nous force à faire quelque chose à notre insu, ou un raccourci du cerveau qui fait que ça va être un acte réflexe. Et c'est pour ça qu'on va cliquer, hein, je résume, c'est le mauvais geste, hein, on a cliqué avant de réfléchir. Est-ce qu'on peut utiliser ou retourner les biais cognitifs contre eux aujourd'hui? Alors, pas forcément contre eux, mais par contre, effectivement, au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'ils avaient et qu'ils étaient là persistants parce qu'ils avaient eu un rôle dans notre évolution, on peut effectivement essayer de les utiliser pour faire changer les comportements, puisque justement, ils agissent sur un changement de comportement qui peut apparaître négatif pour le moment, mais qui pourrait être positif. Alors, c'est ce qu'on appelle... Alors, je vais devoir expliquer un tout petit peu parce que le terme a été connoté négativement ces derniers temps, mais c'est ce qu'on appelle le nudge. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça plutôt pour le marketing. Le nudge, ça consiste en quoi? Ça consiste à utiliser les biais qui pourraient nous faire une action qui pourrait être considérée comme négative, donc qui nous pousse à l'action, mais au lieu de nous pousser à une action négative, à une action qui serait plutôt positive pour l'individu ou la collectivité. Ça pourrait être améliorer sa santé, améliorer sa sécurité, manger mieux, etc., etc. Alors le nudge, le terme nudge, tout à l'heure j'ai parlé de Kahneman, mais c'est un autre prix Nobel justement d'économie qui a été récompensé là-dessus, c'est Richard Thaler, qui est aussi un psychologue, qui est prix Nobel d'économie, et donc a sorti ce livre. Alors à l'origine ça s'appelait Paternalisme libertaire. Je pense que l'éditeur il a dû dire ça va jamais se vendre, donc il a plutôt choisi de prendre le terme nudge pour dire le petit coup de coude, le petit coup de pouce. Alors comment ça fonctionne? Alors, on va jouer sur des biais cognitifs qui ont pu être identifiés, et puis pour apporter un message. Alors attention, il y a quand même un petit bémol. C'est pour ça que ça a été connoté assez négativement, et je voudrais faire cette précision-là. C'est que comme ça peut marcher très bien et assez rapidement, vous imaginez bien que c'est utilisé, et d'ailleurs on n'a pas attendu d'inventer le terme nudge pour que ça soit utilisé d'ailleurs, c'est utilisé en marketing pour faire en sorte que quand vous allez dans un magasin pour acheter... j'allais dire, je sais pas moi, un vase, vous ressortez avec un canapé, quoi. Et ça nous arrive tous régulièrement. Donc c'est très utilisé. Les publicitaires, quoi. Voilà, c'est très utilisé par le marketing. Mais là, à partir du moment où on emploie le terme nudge, parce qu'il faut redonner, donc c'est lettre de noblesse au terme, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a une notion de transparence. Il ne faut pas manipuler la personne. D'ailleurs, un des deux auteurs, j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi Kashinstein qui est co-auteur de Nudge et qui a travaillé sur la transparence. La transparence, c'est le fait que on voit le truc quand même. On est poussé à agir, mais on le voit quand même. Un exemple, c'est à Chicago, un exemple qui est très connu, qui est cité par les auteurs. À Chicago, une route qui était très accidentogène au niveau d'un tournant. Ce qu'ils ont fait, alors ils ont fait les panneaux lumineux, ils ont arrêté les personnes. Alors oui, effectivement, ça jouait, mais ils sentaient qu'ils pouvaient faire mieux. Donc ils ont tracé au sol des bandes perpendiculaires par rapport à l'avancée de la voiture, en rapprochant les bandes de plus en plus, ce qui fait que quand on conduit, on a l'impression que comme les bandes se rapprochent, que la voiture accélère un peu. On utilise une sorte de biais visuel. Alors, les personnes comprennent bien que la voiture n'accélère pas, donc c'est transparent, mais elles ne peuvent pas s'empêcher de lever un petit peu le pied quand même, quoi. Voilà, donc c'est le raccourci du cerveau, c'est un acte réflexe. Tout à fait, voilà. Alors, ça, c'est un exemple. Alors, je le cite parce qu'il a bien marché, mais effectivement, d'autres nudges marchent moins bien. La difficulté, c'est qu'à partir du moment où on le sait, la fois d'après, peut-être qu'on se dit, bon, certes, je vois que ça accélère, mais je sais que c'est un biais, donc je peux ne pas... Voilà. C'est comme les passages pour piétons qui étaient dessinés en 3D. Presque en lévitation au-dessus de la route. J'ai jamais compris, parce que moi, je roule sur une route que je connais pas, je vois des passages piétons comme s'il y avait un plomb en béton, je freine d'un coup, quoi. Je suis pas sûr d'augmenter ma sécurité, quoi, sur le coup, mais bon. Alors peut-être justement, il y a cette notion de transparence qui fait qu'on se rend bien compte que c'est une peinture au sol. Le deuxième aspect, pour que ça soit un nudge, il faut que ça soit peu coûteux. Qui ait une certaine efficacité et surtout que ça soit vraiment testé en laboratoire, parce qu'effectivement des nudges, on peut tous en faire, Encore une fois, il y a des étudiants, combien d'étudiants j'ai vu dans des masters communication ou marketing, on leur demande de faire un nudge et au bout de 15 minutes pour, par exemple, je sais pas moi, ne pas oublier d'éteindre la lumière dans la salle, on va mettre un autocollant sur l'interrupteur avec un petit ourson sur la banquise qui est en train de fondre parce qu'on dépense trop d'énergie. Oui, ça va marcher pendant une ou deux fois, puis après on va oublier le truc. Voilà, donc il faut vraiment que ça soit associé à une vraie démarche scientifique avec des tests en laboratoire. Et puis aussi, il faut aussi démystifier l'effet qui ne sera jamais de 100%. Moi, je m'estimerais être heureux si dans mon travail, donc on pourra peut-être évoquer après, mais je m'estimerais être heureux si je pouvais réduire ne serait-ce que 15%, 15% des comportements qui amélioraient la cybersécurité sur la masse de ce que ça peut entraîner comme erreur. Je me dis que ça serait quand même pas mal, quoi.
Ben justement, termine par tes travaux. Fais court, alors- mais termine par tes travaux. Ah ouais, voilà. Oui, donc j'ai commencé. Alors c'est vraiment ça en est vraiment au tout début. Hein. Le déclic qui m'est venu il y a quand même plusieurs années. Tu vas intéresser Thomas. Mais il a fallu que je trouve quand même un laboratoire d'accueil. Alors c'est vrai que c'est assez particulier parce que tu l'as dit Christophe, je suis dans un laboratoire de droit international et européen qui est dans la faculté donc de droit. Je travaille en psychologie sur un sujet cyber avec un doctorat en biologie de la peau. Alors forcément, c'est très Cherchez l'erreur. c'est très transversal, quoi. Et donc bon, j'ai pas fait de brainstorming avec moi-même pendant longtemps pour trouver le nom du projet. J'ai appelé ça Cybernudge. Je trouvais que ça collait bien. Donc, c'est allé moins que les 8 secondes avant que j'oublie ce sur quoi je travaillais. Et donc l'objectif de ce projet, d'une part, c'est de lister les erreurs liées aux facteurs humains qui sont connus dans la cybersécurité. Alors ça va aller assez vite parce que je les connais, hein. Vous les connaissez tous, hein. Les mots de passe pas assez complexes, hein. Il y a par exemple le fait de ne pas mettre à jour ses outils, le clic sur des liens douteux, ce genre de choses. Voilà, donc ça, de les lister. Et en parallèle, de lister, c'est de regarder si ces comportements peuvent être liés à des erreurs et des biais cognitifs, ou alors est-ce qu'il y aurait des biais cognitifs qui permettraient de corriger ces comportements-là. Et donc quand on matche les deux, derrière, ça va être de le tester donc, dans un laboratoire et puis idéalement de le déployer à grande échelle dans une entreprise. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on est beaucoup à faire ça alors en France? Non, bizarrement. Pourtant, il y a eu une revue stratégique de la GDSN, hein, le secrétaire général de la sécurité et de la défense nationale, qui a publié, je crois que c'est il y a 3 ans, ça date peut-être de 2018, de manière vraiment explicite, comme quoi la France devrait, en matière de cybersécurité, les laboratoires devraient se bouger un petit peu pour justement travailler sur ces problématiques-là. Et le constat est que depuis 3 ans, alors sauf à avoir mal fait ma veille, c'est pas encore le sujet n'a pas encore été vraiment saisi. Et pourtant, il y a un potentiel là-dedans, un travail à faire qui est vraiment énorme. Alors mon intérêt, si je travaille sur tout ça, c'est effectivement par rapport aux entreprises, mais ça, c'est mon intérêt plus en tant que citoyen, c'est justement aussi de travailler sur le citoyen qui va être manipulé par l'usage de ces technologies. Alors, parce que ces biais-là, on le sait, ils sont utilisés par les sociétés, justement. Alors, on parlait des réseaux sociaux, là, c'est les premiers, pour vas-y du clic, pour le clic, l'attention. D'ailleurs, je félicite les étudiants parce que j'étais au fond tout à l'heure et je crois que j'ai vu un seul téléphone allumé pendant la conférence. Donc bravo, parce que c'est quand même assez rare chez des étudiants de ne pas être tout le temps sur le téléphone parce que justement, c'est un public qui est assez sensible là-dessus, parce que ça joue sur plusieurs critères, hein. J'en ai noté ici quelques-uns. D'une part, on parlait des réseaux sociaux, c'est l'envie de posséder comme les autres. Donc quand on voit comme ça sur les réseaux sociaux que les autres ont des choses mieux que nous, on a envie de posséder les mêmes choses aussi. Donc du coup, ça crée une sorte de dépendance et on a envie comme ça d'aller sur les réseaux assez régulièrement. Il y a l'effet bulle de filtre. C'est-à-dire le fait qu'on va être amené à se rassembler dans des groupes de discussion, que ce soit des pages Facebook ou autres, dans lesquels on va pouvoir discuter avec des personnes qui pensent comme nous, et ça va renfermer la pensée, c'est-à-dire qu'effectivement, là intervient ce qu'on appelle un biais de confirmation, ou biais de confirmation d'hypothèse, où justement, finalement, on se retrouve de pair à pair et on va renforcer ses croyances, qu'elles soient vraies, tant mieux, si elles sont fausses, c'est plus gênant, quoi. Il y a le fait que le contenu soit personnalisé à ses goûts aussi. Ça, c'est le fait qu'on est suivi, l'algorithme suit ce qu'on fait et va donc personnaliser ses goûts. Donc, personnaliser à ses goûts, donc c'est un peu la mise en confiance que l'on peut avoir. Vous savez, c'est utilisé dans le social engineering, hein. Quelqu'un qui vient vous parler et puis qui il vous dit « Ah, mais vous aimez le foot, vous aimez la musique japonaise, etc. » Parce qu'il a regardé sur les réseaux sociaux qu'effectivement vous aimez ça, vous êtes en confiance et de suite vous avez envie d'échanger avec la personne. Le fameux like, c'est connu, le like qui est utilisé pour faire générer de la activer les mêmes dopamine. circuits de dépendance, qui va mettre de la dopamine et qui va donc nous rendre dépendants. Bon, je peux en citer d'autres. Il y a ce qu'on appelle le flow aussi, le fait que l'on est comme ça, dans une espèce d'état de léthargie qui... vous regardez quand vous regardez ces plateformes de streaming, vous n'avez même pas le temps de regarder le générique. Alors parfois il y a des trucs dans le générique qui sont intéressants, et de suite ça enchaîne sur la série, sur l'épisode d'après, et puis on se retrouve à 3h du matin, on s'est même pas rendu compte qu'on avait regardé 5 épisodes. Donc c'est le même principe sur les pages web, hein. Maintenant quand vous allez sur un site web, vous avez vu qu'avec le doigt là, on monte sur le téléphone, c'est sans fin, quoi. On voit jamais le doom scrolling. Voilà, le scrolling, on voit jamais la fin de la page. Tu sais que
le développeur qui a créé cette technologie s'en est repenti profondément Ah, pour tout à le fait. mal D'ailleurs, qu'il il y a a- causé à l'humanité. Et celui qui a inventé le like aussi, parce qu'à l'origine, c'était des personnes qui pensaient bien faire. Mais quand ils ont vu le monstre qui a été créé derrière, c'est sûr qu'ils se repentent. Je voudrais, après toutes ces descriptions, Olivier, continuer avec Thomas, parce que là, Thomas te rejoint sur le côté facteur humain. Hein. Pendant longtemps, tu me disais, ça a été la tech pour la tech, mais aujourd'hui, il faut réintégrer l'humain dedans. Et est-ce que c'est quelque chose qui est réservé en matière de cybersécurité aux seuls spécialistes cyber de l'entreprise, selon toi? Alors, juste avant de te répondre, je voulais te dire que j'adore tes travaux. Et Ça, que, je te l'avais dit. J'en suis je suis qu'au content. début, j'ai pas encore publié, c'est magnifique. Et j'aimerais bien je voudrais te parler après. Voilà. Donc, J'en étais sûr. on est exactement sur les mêmes thèmes. On est vraiment exactement sur les mêmes thèmes que Stéphanie aussi, sur la manière d'aborder la pédagogie. Ah, merci. Bravo Comme Christophe. quoi- Non, comme quoi, je monte bien t'as mes vraiment tables. fait un bon job. Vous l'avez dit, c'est la meilleure table ronde. Voilà, bon. Non, mais bon, pour te répondre, est-ce que c'est un sujet d'expertise cybersécurité? Je me souviens plus ton prénom. Kevin, voilà. Vous pouvez me tutoyer aussi, hein, c'est juste un réflexe après trop longtemps dans la tech. Ne vous en formalisez pas, c'est juste. Non, il n'y a pas que effectivement c'est pas un sujet de technologie. D'ailleurs, c'est un sujet qui a été enfermé dans la DSI, en considérant que c'était le job de la DSI finalement d'être l'alpha et l'oméga de la sécurité en entreprise. Et je trouve que c'est un danger en fait aujourd'hui de répandre cette idée. Et je le dis avec d'autant plus d'aplomb que moi je suis un pur produit des GAFAM. J'ai eu une vie avant de revenir à Marseille, dans ma ville natale, et prendre la direction générale de Made in Black. J'étais chez Microsoft, tout mon écosystème est Google, Amazon. Je garde un respect profond pour les entreprises en B2B, mais les modèles médiatiques que tu décris ici, tu vois, ma fille de 9 ans s'est codée en JavaScript, mais elle a interdiction d'aller sur YouTube et Facebook par exemple, ou TikTok. Interdiction absolue, je connais trop les algos pour... voilà, donc les GAFAM ont répandu cette idée que l'outil technologique, finalement, il était intuitif. Tout le monde se dit d'un iPhone, d'un iPad qu'il est intuitif, qu'un enfant de 5 ans le comprend, c'est fait pour. Et ça a propagé l'idée qu'on pouvait un peu conduire une voiture sans permis, je trouve. Et que tout le job de l'outil était autosuffisant. Et là, on est en 2021, on sort d'une période, on a tous nos jolis masques, on sort d'une période où les backbones de Amazon n'ont pas arrêté de fonctionner pour servir le e-commerce dans tous les pays du monde, où le télétravail, on a 5 millions de télétravailleurs en plus qui ont débarqué sur ce sujet-là. Ça ne peut plus qu'être le sujet de la DSI. On voit bien qu'aujourd'hui, et c'est notre conviction à tous les trois ici, visiblement, c'est risqué, c'est dangereux, c'est cornérisant pour le RSSI et le DSI que de faire croire à tout le monde que si on a une super porte blindée, ça suffira. Non, c'est le job du DG aujourd'hui, je pense, en fait, en tout premier lieu. C'est le job du DG de dire, il y a le développement des compétences en entreprise, c'est un sujet de direction générale et de DRH. Le développement des compétences numériques, c'est un sujet de direction générale aussi, et de DRH. On ne peut pas se dire aujourd'hui qu'on a tout notre travail collaboratif, parfois même tout notre e-commerce, quand on est une entreprise d'e-commerce, basé sur de la technologie sans former les gens. C'est juste lunaire de dire un truc pareil. Ce serait comme dire, ce serait comme dire, ok, on a des voitures sans permis. C'est la même analogie qui me vient à l'esprit. Donc la direction générale, qu'elle en prenne conscience. D'ailleurs, je le vois. Maintenant, ça fait 6 mois, Christophe. J'ai eu une centaine de directions générales qui sont venues vers nous pour être éduqués. Mais à des rudiments en plus. Je parle des clients de la CIC, du KPMG, des patrons de PME, de TI, que tu dois souvent voir d'ailleurs, et qui posent les questions. Ça vous ferait rire, parce que vous êtes quand même éduqués sur le sujet. Et voilà, ils se posent les questions en 2021. Qu'est-ce que c'est qu'un hacker? Qu'est-ce que c'est qu'un pirate? C'est quoi le phishing? Donc, ils sont, et je trouve que c'est un très bon signe, ils sont demandeurs d'éducation, de fondamentaux d'éducation. Et les DSI nous sollicitent pour leur donner des présentations pour leur direction générale. C'est plus du tout un sujet qui est périphérisé. La DG se dit, ok, ça marche pas comme ça, il faut que je comprenne ce sujet-là. C'est un sujet de direction générale. C'est un sujet où le DSI doit être positionné en éducateur plutôt qu'en flic responsable d'une charge qui est impossible à gérer. C'est un métier qui est très pressurisant, DSI. Faut se rendre compte que
Personne ne vient vous dire merci parce qu'il n'y a pas eu de crash aujourd'hui. On vient vous voir quand il y a un problème. C'est très ingrat comme... Et donc, pivoter cette relation DG-DSI où le DSI, historiquement, a beaucoup de mal à expliquer son rôle auprès de la DG. Donc, les aider à dialoguer entre eux et à expliquer qu'aujourd'hui, c'est plus une option hein, de se sécuriser. Ça va arriver un jour ou l'autre. Donc, il faut avoir une conscience, manager des risques, identifier des risques, cartographier des risques et les traiter. Il faut vivre avec. Hein, c'est pas magique. Et voilà. Et il y a un troisième élément dans le tableau qui est... C'est un triptyque pour moi entre DG, DSI, RSSI et utilisateur. Il faut aussi changer de mode éducatif. Regardez aujourd'hui comment la pédagogie a été réinventée. Khan Academy, Coursera, Open Classrooms pour prendre une société française d'éducation. Vous voyez bien que le schéma éducatif, on n'est plus là pour traiter les employés comme des enfants, pour les puériliser et les vilipender quand ils font une erreur. Non, je vais 100% dans votre sens en disant non, l'erreur... On a appris à marcher en faisant des erreurs. Il faut continuer à dire, OK, on vient tous de débarquer avec 5 millions de personnes en plus en télétravail. On a tous ri en voyant ces gens qui découvraient Zoom, dont on voyait la moitié du visage. Non, on en est là. Il ne faut pas du tout mépriser ça. Il faut au contraire dire, OK, on va vous intégrer, on va vous éduquer. Et donc, voilà, pour te répondre, Christophe, non, il faut désenclaver le DSI et l'aider à se mettre en position d'expliquer le risque et l'opportunité, ce qui est un discours financier auquel il n'est pas habitué. Les DG doivent s'ouvrir, s'éduquer, et conjointement, ils doivent porter un regard beaucoup plus éducatif sur une compétence à acquérir. Voilà, de la même manière que si un employé apprend l'anglais parce qu'il a un cursus à l'international, on ne va pas le convoquer au RH s'il fait une faute. C'est la même chose pour le numérique, finalement, je pense, aujourd'hui. Voilà. Et tout à l'heure, nous évoquions justement la formation, qu'elle soit avec nos étudiants ou formation continue, hein, Stéphanie. Est-ce que, même si on a déjà un peu abordé le sujet, est-ce qu'il y a assez de personnes formées à la cybersécurité, j'allais dire, éthique Alors, aujourd'hui? Assez de personnes formées à la sécurité éthique, non, clairement non. Il y a eu des chiffres, pareil, cet été, il manque dans le monde 3,5 millions d'experts en cybersécurité, 144 000 en Europe, et ils estiment qu'en 2022, il va y avoir 350 000 personnes aussi, en plus, nécessaires pour faire de la cybersécurité partout dans le monde. C'est autant de trous dans la raquette pour les voilà, donc il commence à avoir des écoles spécialisées dans la cybersécurité, mais encore une fois, je suis convaincue qu'il n'y a pas que la technique qu'il faut éduquer, on va dire, que même dans n'importe quel cursus à la faculté, quand vous prenez les premières années d'avocat, il faudrait que ces avocats-là aussi aient des cours dans la cybersécurité, dans le numérique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des étudiants de 21 ans, 22 ans qui utilisent en effet l'outil numérique, mais sans savoir comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ça, je trouve qu'en 2021, c'est assez grave. Après, le monde idéal, on va dire, presque un peu bisounours, ce serait que les DG qui éduquent les employés au numérique, à la cybersécurité, qu'eux-mêmes, ces employés-là, arrivent à éduquer leurs enfants et dès le plus jeune âge. Bon, ça serait dans un monde idyllique. Après, c'est vrai que le problème aussi, on n'en a pas trop parlé, c'est qu'il manque de formateurs aussi dans la cybersécurité. Aujourd'hui, il manque des experts dans la cybersécurité. Le problème, c'est que c'est pas si facile que ça d'être formateur. Il faut aimer transmettre, il faut aimer le contact humain. Et il y a toujours un peu cette image un peu du geek informatique qui travaille dans le hacking éthique, qui est très bien derrière sa capuche et derrière son ordi. Et quand il faut se présenter en public et transmettre le savoir, c'est compliqué. C'est très compliqué. Moi, je recherche tout le temps des formateurs.
Voilà, s'il y en a dans la salle qui sont intéressés, venez me voir. Et c'est vraiment quelque chose où on se rend compte que mais je connais telle personne qui est très très bonne, mais bon, je vais lui en parler. Et quand on en parle, ben non, elle n'aime pas le contact social, elle ne peut pas transmettre son savoir. Et j'ai eu le cas aussi d'une personne experte dans un domaine qui m'a dit allez, c'est bon, je me lance dans la formation, avec des adultes qui ont fait 3 formations et qui m'a dit mais non, c'est bon, je ne supporte pas les adultes et les questions idiotes, qui à un moment n'arrivaient pas à prendre assez de recul, de pédagogie. Oui, pédagogue, c'est un métier. Voilà. D'accord. Et du coup, arrive à trouver cette compétence cybersécurité et formateur. Aujourd'hui, c'est très très difficile. On évoquait aussi ensemble, Stéphanie, le fait que les revenus d'un pentester et les revenus d'un formateur ne sont pas du tout les mêmes. Pas du tout les mêmes. On sait qu'à la journée, un pentester, c'est 2-3 fois plus qu'un formateur. Donc, souvent, quand on trouve des gens dans la cybersécurité qui disent « Ok, je veux bien faire de la formation, mais sur mes jours où je n'ai pas d'audit ou de test d'intrusion. Si à un moment, il y a un test d'intrusion qui tombe, il va privilégier être payé 3 fois plus que la journée de formation classique. Une dernière question, et là c'est mon côté militant. Regardez, assez de quoi je vais parler. Vous avez vu sur les 3 tables rondes, c'est la seule fille. Alors ma question, c'est un truc de garçon, Stéphanie, ou... Non, je suis convaincue que non. D'ailleurs, je suis très contente que Thomas ait dit qu'il ait mis sa fille au JavaScript à 9 ans, c'est ça ? Super, j'encourage ça. C'est le côté militant. Non, voilà, donc alors, c'est un constat qu'on voit dans les universités, que depuis 10 ans, il y a de moins en moins de femmes dans la technique. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me désespère un petit peu. Donc, dans la cyber, comme on disait, comme il y a plusieurs types de métiers, on peut arriver à recruter des femmes qui n'ont pas du tout des profils techniques dans la partie gouvernance, analyse de risque. Et je suis profondément convaincue qu'on manque de femmes dans la cybersécurité parce que, vous le savez, messieurs, les femmes et les hommes, on ne pense pas de la même manière, on se complète. Et du coup, pour faire de la sécurité, il faut avoir ces deux cerveaux dans l'entreprise pour se compléter. On fait un petit sondage. Juste Christophe, oui. je voulais dire une chose à Stéphanie. Donc, nous, on est une entreprise paritaire aujourd'hui. On a été certifié sur Great Place to Work il y a quelques jours et on est paritaire 50-50 du comité de direction jusqu'au... Ça fait 2 ans qu'on mène cet effort et on a des jobs de RSSI et tech ouverts et au risque de vous choquer, oui, on veut clairement polariser cette parité. Voilà. Ça, c'est ce qu'on peut faire à l'échelle de l'entreprise et c'est à la portée de n'importe quelle boîte marseillaise, française de faire la même chose. Hein. Il n'y a rien de... C'est une décision. C'est une volonté. C'est une décision. Par contre, il y a un autre sujet qui est l'éducation, quand même, qui est que... voilà. Et là, derrière, même si on veut être paritaire, les CV qu'on reçoit, c'est majoritairement des hommes. J'ai des étudiants au fond de la salle. Là. Vous êtes en école d'informatique, c'est ça ? Oui. Les filles, levez la main. Parce que j'en vois quand même pas mal, hein, mine de rien. Regarde. C'est vrai. Hein ? La relève est faite, c'est bon. Bien, eh bien, écoutez, merci. La parole est dans la salle. Merci pour... Est-ce que vous avez des questions supplémentaires ? Parce qu'on en a posé beaucoup aussi pendant la table ronde. Oui ? Un micro ? Merci. Alors déjà, je me présente Tristan Bigaillon, je suis étudiant au master réseau et télécom de Aix-Marseille. On a parlé tout à l'heure des collectivités et tout ça, et je voulais poser ma question par rapport, en fait, si vous aviez pensé à pourquoi on en est là, à ce moment-là, pour les collectivités, qu'il n'y ait pas en fait assez de moyens et de personnel pour toutes ces collectivités-là. On parle des collectivités territoriales, oui. Le service public. Oui. Parce que aussi, je pense que ça retombe aussi sur nous. Là, on est en première année de master, même en deuxième année aussi, je pense qu'on cherche les offres d'emploi et tout ça.
Et dans le public, malheureusement, c'est toujours moins cher. C'est toujours payé moins cher que dans une boîte privée. Donc on se tourne souvent tout le temps vers les boîtes privées à la sortie du master. Et je pense que c'est un peu dommage parce qu'il y a beaucoup de travail aussi dans le public. Alors, je le confirme. Et on a parmi nous aussi, alors il est docteur, chercheur, mais il est aussi élu. Donc il peut en parler. Premier adjoint au maire. Vas-y Olivier, réponds. Oui, bonsoir, Olivier Pommeret. Ça c'est fait. Suivant. Oui, c'est vrai qu'en plus de guitariste, je suis premier adjoint. Et voilà. Oui, une petite. Alors, les problématiques sur les collectivités territoriales, j'allais dire, elles sont quand même différentes par rapport à la taille de la collectivité. Moi, je peux témoigner que sur ce que je connais, c'est une petite commune, elle s'appelle Les Arcs, dans le Var, je ne sais pas si vous connaissez, donc premier adjoint depuis peu, avant adjoint à l'urbanisme. Mais il n'empêche que par ma sensibilité, effectivement, je me suis intéressé avec l'arrivée du RGPD. Vous imaginez bien que j'ai surveillé ça de près quand c'est arrivé dans la collectivité. On a enfin un délégué en mairie, malgré qu'on devait l'appliquer depuis maintenant quelques années. Le problématique des collectivités, elle est essentiellement financière par rapport à la masse salariale, j'allais dire, en tout cas pour notre commune. Parce que normalement, on n'est pas censé dépasser 60% de la masse salariale par rapport au budget. Nous, aux Arcs, on est à 61%. Donc, on ne pourrait pas se permettre de recruter quelqu'un avec un niveau de salaire auquel la personne pourrait prétendre forcément après avoir fait une école renommée. Et ce serait normal parce que on fait un master, on peut prétendre à un certain salaire. Dans ma collectivité, et puis je vois les voisines, c'est peut-être aussi un petit peu le problème parce que qui dit nouvelle problématique, même si pour moi c'est pas nouveau, mais pour les communes ça paraît comme nouveau, ça veut dire nouveau poste à créer, nouveau chef de service, et donc en tout cas pour les tailles de communes que je connais, la problématique, elle est là. Alors après, peut-être que pour les plus grands, je pense qu'il y a une autre anticipation. Il y a un effet de taille. Je peux aussi en témoigner et compléter ce que dit Olivier. Et M. Bourlin, qui était là sur la première table ronde, aurait pu vous le dire. Vous l'avez d'ailleurs, si vous étiez déjà là pour la première table ronde, il l'a dit, il a un responsable informatique qui est son directeur des services informatiques au sein de la commune. Et tout seul, on atteint ses limites. C'est un fonctionnaire territorial. On est dans la fonction publique. On n'est pas du tout dans le contrat de travail d'un collaborateur. On devient déjà fonctionnaire territorial. Vous voyez, on fait une carrière, quelque part. Et par contre, la stratégie, et ma ville, peut-être comme la tienne d'ailleurs, Olivier, on utilise ça, c'est qu'on a un fonctionnaire territorial avec une petite équipe. La mienne étant un peu plus grosse comme ville, ils sont une équipe de 5. Mais ça ne suffit pas quand même. Et de toute façon, on fait appel à des infogérants ou des sociétés informatiques extérieures. Et donc, c'est là où vous êtes bien payé, parce que quelque part, c'est ces entreprises-là qui viennent renforcer les collectivités territoriales. Oui, je veux dire, clairement, on ne peut pas ne pas parler du fait que il y a un plan France Relance sur le sujet de la cybersécurité, qui a une allocation d'1 milliard. L'ANSSI opère 350 millions de ce budget-là, piloté par Guillaume Poupard, qui cofinance à hauteur de 75% l'acquisition de technologies ou les parcours PAC Relais ou les parcours cyber. Donc effectivement, ce ne sera peut-être pas intégré directement aux collectivités, mais en tout cas, il y a une manne budgétaire significative, je trouve, que j'ai vu naître en France comme nulle part ailleurs dans le monde pour accompagner les collectivités. Alors, les grandes collectivités, mais Kevin pourra peut-être compléter, les départements, les régions, les communautés de communes, mais elles ont quand même, elles peuvent solliciter l'ANSSI aujourd'hui pour amorcer des parcours cybersécurité et ensuite intégrer, déployer des solutions de cyber. Donc, c'est peut-être pas suffisant à ce que vous aviez en tête, mais c'est déjà quelque chose, je trouve, de significatif dans le cadre du plan de relance. Kevin de l'ANSSI va aussi apporter sa contribution à cette réponse. Mais vous l'aurez compris, les jeunes, c'est soit vous faites une carrière dans le privé et vous pouvez continuellement, progresser, évoluer et compagnie, soit vous devenez fonctionnaire territorial et vous allez rester... Alors, vous pouvez changer aussi, c'est pas enfermé, mais l'approche n'est pas du tout la même. Alors, peut-être aussi quelques éléments que je peux vous apporter, puisqu'effectivement, l'ANSSI, on a travaillé par cercle concentrique. Aujourd'hui, le cercle sur lequel on est beaucoup focalisé, c'est évidemment la sécurité des collectivités territoriales, la sécurité numérique. Par rapport au pourquoi, ce que l'on entend beaucoup dire par les élus avec qui on discute, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi qu'un élu, il est jugé à l'aune de ses résultats, et que pour les citoyens et les administrés de cette ville, spontanément, on voit quand même beaucoup plus le budget qui a été investi dans une route, dans un bâtiment scolaire,
que dans une sécurité numérique. Mm. Et donc ça veut dire que ça demande, un, une prise de conscience, et deux, une capacité à assumer ou à défendre ce que l'on fait. Pour vous donner un exemple, on parlait tout à l'heure de France Relance. Je compte sur les doigts d'une main les collectivités qui ont choisi ce sujet-là pour l'aborder dans leur bulletin municipal et dire qu'elles faisaient des choses. C'est assez rare. Donc il y a effectivement cette difficulté-là, mais qui est en train de changer, parce qu'effectivement, malheureusement, on a des exemples marquants qui montrent que, par contre, ce dont on parle beaucoup, c'est quand il y a une attaque, et que pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ça bloque. Si tu me permettras, Christophe, peut-être juste de nuancer un point, quand tu parlais de parcours. L'État, comme les collectivités territoriales, emploie des contractuels aussi. Oui. Donc des gens qui sont sur un contrat différent que celui du fonctionnaire, qui ne s'appuient pas sur un concours, et qui ont des carrières, alors qui peuvent être de 2 fois 3 ans, mais qui parfois amènent aussi à des CDI, et qui prennent notamment la possibilité d'avoir des personnels avec des compétences techniques fortes. Et donc moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'il se passe dans la collectivité ce qui existait déjà depuis longtemps dans le privé, c'est-à-dire que ces compétences commencent à irriguer dans les collectivités. Évidemment, je suis d'accord avec des grilles salariales qui sont différentes, ça c'est certain, mais qui commencent à y avoir des vrais parcours, et je vois des RSSI de collectivités qui commencent à se mettre en place et qui bougent au fur et à mesure. D'ailleurs, ils s'organisent entre eux aussi pour échanger de plus en plus. Donc il y a des possibilités qui commencent à arriver. Et enfin, pour conclure par rapport à ça, le salaire est un critère, évidemment. La recherche de sens peut en être un autre. Et c'est peut-être pas sur les premières années de carrière que vous allez peut-être avoir cette envie-là. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans le service public aussi après avoir construit une première compétence ailleurs, parce qu'ils ont envie de chercher du sens et ils le trouvent plus dans le service public. Et je présentais tout à l'heure en disant financièrement, c'est pas pour ça que je suis rentré, ce qui est évident, parce que j'étais CISO d'un groupe international, donc je vous laisse imaginer. Et pourtant, j'ai trouvé du sens. Donc il y a aussi ça, c'est peut-être pas la première action, c'est pas parce que vous êtes rentré dans le privé au départ que vous n'irez pas dans le public après, c'est aussi une possibilité. Et d'ailleurs, à l'ANSSI, on l'encourage beaucoup. On a des gens qui sont commencés par l'ANSSI, qui ont bougé après, qui sont allés dans le privé, puis qui après qui sont revenus chez certains. On a vraiment cette volonté d'avoir de la fluidité. Et la chance qu'on a, c'est qu'on est sur un boulot qui a un taux de chômage à 0%. Donc en gros, celui qui décide, c'est celui ou celle qui décide, c'est celui ou celle qui a les compétences en fait. Donc c'est vous qui déciderez où vous irez. Merci, merci, merci. Ah, une dernière question alors. La dernière. C'est pas une question, c'est juste pour rajouter un petit point. C'est juste pour les étudiants aussi, c'est que l'armée recrute également. Donc, par exemple, je suis réserve en cyberdéfense et n'hésitez pas à venir, on a besoin de vous. Donc, voilà, un petit mot en plus. Je vous remercie pour cette table ronde. Vous pouvez les applaudir et vous applaudir vous, parce que c'était vraiment une très belle table ronde.